nouvelle implantation d'entreprises sur le territoire de la communauté d'agglo de Sarreguemines. 150 à 200 emplois seront créés à Ambach par le logisticien Wirtz Group. L'usine continentale de Sarreguemines a vu arriver un nouveau directeur au printemps. Didier Fuchs est à la tête de 1387 salariés. En cette fin de troisième trimestre, c'est l'occasion de faire le point sur les 8,5 millions de pneus produits par an et sur les projets à venir. Success story pour Antonio Cirillo, apprenti devenu employé, il est aujourd'hui patron. Il vient d'ouvrir son propre atelier de carrosserie en zone industrielle de Sarreguemines, Perfect Car. 70 étudiants de l'IUT de Moselle-Est, Sarreguemines, Saint-Avold et Forbach ont présenté leurs idées d'entreprise innovantes lors du séminaire IDEO. Ils ne se connaissaient pas et n'avaient que 48 heures pour finaliser leur projet. Lorraine Rand en finale de la Coupe de France des fleuristes. Elle gère sa boutique La Petite Fougère à Grosse-Bliderstroff. Ce week-end, elle se déplace à Tours pour participer à ce concours national. Elle est la seule candidate de la région. 14 élèves du collège Jean Settlinger de Rohrbach-les-Bitches ont eu la chance de faire un vol en planeur. L'établissement scolaire est en partenariat depuis 10 ans avec l'Aéroclub de Sarreguemines. Cet exercice pratique entre dans le cadre de leur option de sciences aéronautiques. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après le JT, l'invité du jour est particulièrement d'actualité puisqu'il s'agit du nouveau sénateur fraîchement élu dimanche dernier, Michael Weber. Bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission en direct. On évoquera tout à l'heure les nouveaux défis qui vous attendent, qui se profilent pour vous. On commence le JT avec une bonne nouvelle pour l'emploi. Une nouvelle entreprise va s'installer sur le site de l'Europol. C'est le président de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, Roland Roth, qui l'a annoncé hier soir à l'occasion d'un conseil communautaire. Il s'agit du logisticien Wirtz Group qui créera à Ambach entre 150 et 200 emplois. Guillaume Dumontail nous en dit plus. Dernier point, Jusqu'à hier soir, le secret avait bien été gardé. Pourtant, des contacts existent depuis longtemps entre la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence et le logisticien belge Wirtz Group. Ça fait plus d'un an, effectivement, depuis le mois d'avril 2022. En collaboration avec Moselle Attractivité, il faut le dire, nous travaillons donc à l'accueil d'une nouvelle société de logistique sur l'Europol 2. L'information a été révélée cette semaine car le contrat de réservation a été signé il y a quelques jours entre la SEBL Grand Est pour le compte de la communauté d'agglo et la société Wirtz Group. Mais qui est Wirtz Group ? Une entreprise familiale dont le siège est à Liège. Ses activités s'étendent à la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la Hongrie et la Roumanie. Donc c'est une maison relativement importante. Le groupe emploie aujourd'hui 800 équivalents temps plein et dessert actuellement une soixantaine de clients, des clients connus tels que Bosch, Siemens ou Audi. Wirtz Group va s'installer sur l'Europol dans un secteur pas encore terrassé d'une superficie de 11 hectares. La société construira un site logistique comprenant environ 60 000 m² de bâtiments. L'investissement sera d'environ 30 millions d'euros avec création, je peux vous indiquer une fourchette, entre 150 et 200 emplois. Les études et les procédures administratives vont démarrer. Les fouilles archéologiques obligatoires sont prévues avant la fin de l'année pour que les travaux de terrassement puissent commencer au printemps 2024. Une des plus importantes usines de Sarreguemines, avec ses 10 millions de produits automobiles fabriqués par an, Continental est bien connu de tous. 20% des pneus produits sont destinés à la première monte et 80% au marché de remplacement. Des pneus de toutes les tailles, pour tout type de véhicule, ils sont fabriqués. En mai dernier, Didier Fuchs a pris la tête de l'usine. Le directeur de 57 ans est arrivé pour la première fois chez Continental en 2007. Emilia Zell l'a rencontré. Cette année, un nouveau dirigeant est arrivé à la tête de l'usine de Continental de Sarreguemines. Avec 35 ans d'expérience dans l'industrie automobile, il est bien décidé à partager sa vision de Continental. Ma vision à moi de l'entreprise, c'est le plaisir au travail, c'est le workplace of the future, c'est des gens qui se sentent bien dans leur entreprise pour pouvoir amener des choses intéressantes et positives.
Et je pense que c'est cet état d'esprit qu'on est en train de mettre en place et c'est cet état d'esprit qui fera que Continental Sarreguemines va gagner. 1387 employés, dont 8% de travailleurs handicapés et 20% de femmes, travaillent dans l'usine de Sarreguemines. L'entreprise est continuellement à la recherche de nouveaux collaborateurs dans de nombreux domaines. Au total, le site s'étend sur 313 000 m². Continental Sarreguemines, c'est 8,5 millions de pneus, 140 références différentes et 2 millions de conti-kits fabriqués par an. 90% de la production est exportée dans le monde entier et 10% est vendue en France. Pour 2024, les objectifs sont clairs. Bien entendu, le premier objectif, c'est de pérenniser le site au niveau de nos volumes de production, mais aussi d'apporter de la valeur ajoutée à ce site pour l'ensemble du groupe, de continuer à développer des nouvelles technologies, de continuer à développer de nouveaux produits, mais aussi de supporter le groupe au niveau du développement de machines, d'industrialiser des machines. La stratégie est de produire des pneus à haute valeur ajoutée et donc d'augmenter le tonnage des productions. L'usine s'est lancée cette année dans un nouveau marché, la fabrication de pneus nordiques. L'usine souhaite étendre sa zone de stockage. Un nouveau bâtiment de 6 000 m² recouvert de panneaux photovoltaïques sera construit à partir d'octobre 2023. Le coût du projet est de 7,5 millions d'euros. L'objectif est de pouvoir stocker tous les pneus sur le site. Une nouvelle manière de fabriquer des pneus en bouteilles recyclées est également en développement. L'autre grand projet en cours est la digitalisation de l'ensemble des machines de l'usine. C'est un rêve qui se réalise pour Antonio Cirillo, passé d'apprenti en carrosserie à employé. Il est aujourd'hui à la tête de sa propre entreprise en zone industrielle de Sarreguemines. Il a inauguré il y a quelques jours son atelier Perfect Car. Reportage de Marie-Morgane Pires. Des années qu'il attendait ce jour, l'ouverture de son propre atelier de carrosserie. Après un CAP en carrosserie, un BEP peintre suivi d'1 an en bac professionnel, puis une quinzaine d'années à travailler pour un patron, ça y est, Antonio s'est lancé. À 36 ans, il a ouvert sa propre entreprise. Pour ma part, c'est un rêve d'apprenti. Depuis le début, quand j'ai commencé l'apprentissage, je voulais tout de suite avoir mon atelier de carrosserie, c'était un rêve. C'est à peu près vers l'année dernière que j'ai commencé à ressentir le besoin d'ouvrir pour moi perso. Dans son atelier situé rue Dominique Dozen en zone industrielle de Sarreguemines, on retrouve notamment une cabine de peinture. Ici, Antonio peut poursuivre son métier et sa passion. On propose toutes sortes de services qui vont de la réparation, remplacement d'éléments, redressage, peinture, jusqu'au lustrage et jusqu'au traitement céramique. C'est vraiment la dernière étape qu'on propose. Perfect Car a été créé en février et il a officiellement inauguré ses locaux en septembre. Antonio a démarré seul dans son entreprise. Sa femme Adeline le rejoindra dans cette aventure pour gérer la partie administrative. Depuis quelques semaines, il accueille un apprenti, un moment très important et marquant pour Antonio, lui qui était à sa place il y a quelques années. Cette fois, c'est à son tour de transmettre ses connaissances et de partager sa passion. Et vous, que feriez-vous si vous aviez carte blanche pour monter votre propre entreprise? Les étudiants de l'Université de Lorraine de Moselle-Est ont présenté leurs idées hier après-midi lors du séminaire IDEO. Plus d'explications dans ce reportage de Morane Grancola. Ils ne se connaissent pas et pourtant ils ont monté leur propre entreprise en 2 jours seulement. Lors du séminaire IDEO de l'IUT de Moselle-Est, 70 étudiants de Sarreguemines, Saint-Avold et Forbach ont eu carte blanche pour imaginer un concept innovant et le présenter à un jury. Alors l'idée, c'est de réunir des étudiants qui viennent de parcours différents. On arrive à regrouper les 4 départements de l'IUT de Moselle-Est, département chimie, SGM à Forbach, pour sciences et génie de matériaux, management et logistique transport à Sarreguemines et gestion administrative et commerciale des organisations à Sarreguemines. On mélange les étudiants qui ne se connaissent pas, ils sont en but 2 et en but 3, et en partant de rien, ils ont 48 heures pour monter un projet de création d'entreprise. Si les étudiants ont pu imaginer tout cela très rapidement, c'est grâce à la méthode IDEO. Voilà, et cette méthode permet presque à l'intuition, en 48 heures pratiquement, de pouvoir monter en partant de rien, de trouver une idée, générer une idée. Donc il y a toute une phase d'idéation et on veut que ce soit un peu innovant, créatif et de pouvoir en fin de compte, au bout de 48 heures, 2 jours, pouvoir présenter un résultat devant un jury d'une entreprise qui, a priori, pourrait fonctionner. Batterie externe dans une semelle de chaussures pour recharger son téléphone en marchant. Casque de réalité virtuelle avec intelligence artificielle intégrée pour créer un jeu vidéo sur mesure.
ou encore une application participative pour trouver une place de parking rapidement. Voilà les ingénieuses idées sorties tout droit de la tête des étudiants. C'est une application sur le téléphone qui nous aiderait en fait à trouver n'importe quelle place de parking libre grâce à d'autres utilisateurs en communauté du coup. Place maintenant à la présentation devant le jury. Si les étudiants ont eu carte blanche sans aucune contrainte technique ni financière, ces idées ne sont pas pour le moins innovantes et pourraient, pourquoi pas, devenir un jour réalité. Une Mosellane à la Coupe de France des fleuristes. Lorraine Rand, qui gère la boutique La Petite Fougère à Grosse-Biederstroff, va participer ce week-end à ce prestigieux concours. Elle fera face à 8 autres artisans. Marie-Morgane Pires l'a rencontrée avant qu'elle ne se rende à Tours pour la compétition. Derrière le comptoir de sa boutique La Petite Fougère, les préparatifs vont bon train pour Lorraine Rand. Elle fignole les derniers détails avant de partir pour Tours. Ce week-end, la fleuriste de Grosse-Biederstroff participe à la finale de la Coupe de France. Un concours organisé chaque année depuis 50 ans dans le but de promouvoir le savoir-faire de ce métier d'artisanat. Ce n'est pas la première fois que Lorraine participe à une compétition. Elle a remporté la médaille de bronze de la meilleure apprentie de France en 2014, puis a participé à 2 reprises aux Oscars des jeunes fleuristes. L'adrénaline de sortir des sentiers battus, de rencontrer aussi beaucoup d'autres fleuristes passionnés comme moi, faire des pièces qu'on ne pensait pas réalisables et c'est jamais de la vie ce qu'on fait tous les jours en boutique. Lorraine est artisan fleuriste depuis une dizaine d'années. Elle a ouvert sa micro-entreprise en 2020, d'abord dans un atelier installé dans le garage de ses parents, puis dans cette boutique à Grosse-Biederstroff. Après chaque concours auquel elle a participé, elle en est sortie avec de nouvelles idées à proposer à ses clients. Ça m'a donné envie en fait de beaucoup créer moi-même, beaucoup m'inspirer de la nature. Les clients, je le vois, ils me font confiance. Ils savent que je sais faire, que je saurais répondre à leurs attentes. La finale de la Coupe de France va se dérouler sur 3 jours au Palais des Congrès de Tours. Plusieurs épreuves l'attendent. Lorraine, comme les 8 autres candidats participants, devront réaliser dans un temps imparti des pièces originales et techniques, bouquets, bijoux, décorations de table ou encore une création sur le thème « Quel fleuriste êtes-vous » Pour cette prestigieuse compétition, Lorraine a un objectif clair. M'éclater, surtout m'amuser et j'ai pas envie d'y aller avec de l'appréhension, dire il faut absolument que je fasse première. Non, l'essentiel, on va dire, chacun va donner le meilleur de soi-même. Et l'essentiel, c'est au moins de s'amuser, de voir ce que les autres sont capables de faire par rapport à moi et vice-versa. Peu importe le résultat, la fleuriste reviendra sans nul doute à Grosse-Biederstroff avec de nouvelles idées plein la tête à proposer à ses clients. La tête dans les nuages, plusieurs collégiens ont pu profiter d'un vol en plein air avec l'aéroclub de Sarreguemines. Depuis 10 ans, un partenariat existe entre le club et le collège Jean Settlinger de Rohrbach-les-Bitches. Ce n'est pas qu'un simple vol, cet exercice pratique entre dans le cadre de l'option sciences aéronautiques proposée par l'établissement scolaire. Reportage de Thibaut Desmerlet. Décollage immédiat sur les pistes de l'aéroclub de Sarreguemines, 14 collégiens attendent de profiter d'un vol en plein air. Ce baptême de l'air entre dans le cadre de leur option en sciences aéronautiques. Quelques-uns d'entre eux ont déjà retrouvé la terre ferme et nous ont partagé leur expérience. Il faisait très chaud et après moi je me sens parfois un peu mal et du coup là j'avais un peu mal au ventre mais sinon c'était trop beau. En haut c'est impressionnant, on voit tout. Il y a tout le panorama, c'est incroyable. On voit toutes les maisons, tous les champs aussi, les forêts, on voit tout en fait. Cette activité pratique est encadrée par les professeurs de physique-chimie du collège Jean Settlinger de Rohrbach-les-Bitches. Elle est proposée depuis plus de 10 ans avec l'aéroclub, mais pas que pour le plaisir de la vue panoramique. Ils vont prendre connaissance de l'avion en lui-même, du planeur, et voir les instruments de bord, comment ça réagit un planeur en l'air, les différentes commandes. Et voilà, donc c'est une façon concrète de voir ce qu'on fait en classe. À terme, ces cours et ces activités pratiques leur serviront pour préparer l'examen du BIA, le brevet d'initiation aéronautique. Quelle dose de nuages demain? Réponse avec les prévisions de Météo France.
Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, on retrouve un temps plus ensoleillé pour ce week-end. Demain, le soleil sera déjà très présent dès le début de la journée et ça se ressent du côté des températures avec des minimales qui iront de 11 à 12 degrés et des maximales de 21 à 22 degrés. Demain, nous fêtons les Jérômes et il fera jour de 7h33 à 19h17. Passez tous une belle journée et un très bon week-end. Le Festival Euroclassique 2023 présente Queen Elton par les frères Jarry le samedi 30 septembre à 20h30 à l'espace Cassin de Beach. Deux monuments du rock, Queen et Elton, dans un récital show inédit. Piano-violoncelle mené tambour battant par deux frères virtuoses sous la forme d'un ping-pong musical exceptionnel. Prévente à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Beach et sur ticket-régional.fr. Billets en vente également le soir à la caisse. Un projet de rénovation? Relookez votre intérieur du sol au plafond avec les bonnes idées de Marianne. Du matériel professionnel et des conseils sur mesure depuis plus de 40 ans, c'est au dépôt Sarr Peinture, place de la Grande Armée à Sarreguemines. Et si vous rejoignez le Mibel Group? Dans une unité de production à taille humaine, basée à Sarreguemines et qui œuvre dans les domaines du bien-être, de la santé et de la beauté. Vous souhaitez piloter la fabrication de nos produits, vous êtes appliqué et méthodique? Alors venez rejoindre nos équipes en tant que conducteur d'installation chimique. Vous serez notamment amené à peser, fabriquer nos recettes tout en proposant des améliorations des différents équipements. N'hésitez pas à postuler en envoyant votre candidature à rh.ondal@mibelgroup.com. C'est la qualité et la quantité du tri qui déterminent le coût du traitement des déchets. Plus la qualité est bonne, meilleures seront les aides perçues par l'aglo. L'incinération et l'enfouissement des sacs bœufs sont soumis à des taxes de l'État en augmentation constante. La collecte et les usines de traitement sont également soumises à des hausses, notamment celle de l'énergie. Mais grâce à une gestion performante par nos équipes, le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pratiquée par l'aglo reste parmi les plus bas du secteur. Comme le seul déchet qui ne coûte rien, c'est celui qu'on ne produit pas, j'utilise mon marc de café pour nourrir mes plantes. Le tri évolue. Pourquoi pas nous? Michael Weber, félicitations pour votre élection. Vous êtes le premier sénateur de l'arrondissement de Sarreguemines depuis André Roche en 1948. Ça a une saveur supplémentaire? Ah, c'est certain, c'est vrai que c'est un beau signe et un beau clin d'œil effectivement à ses prédécesseurs et je pense que c'est important pour l'arrondissement de Sarreguemines. Alors on va rappeler un petit peu quand même les chiffres. Votre liste intitulée « Au service de la Moselle » a obtenu dimanche 13,5% des voix, soit les voix de 364 grands électeurs. C'est la première fois que vous étiez candidat au sénatorial. C'est très différent de faire campagne auprès des grands électeurs? Oui, c'est très différent, c'est très prenant. 574 maires que j'ai rencontrés sur les 725 que compte ce département. L'objectif que je m'étais fixé, c'était la deuxième liste en Moselle. Donc cet objectif, il a été rempli. Et puis c'est vrai que les enjeux sont très différents entre des communes très rurales, des communes qui sont en développement, qui sont proches de la frontière avec le Luxembourg, l'Allemagne, qui sont au sud du département. Enfin voilà, c'est ça la particularité de cette élection. Donc c'est depuis le 3 mai que j'ai tourné en permanence pour aller à la rencontre de ces maires. Oui, une vraie particularité, parce que sinon, en dehors de ça, les campagnes électorales, c'est votre spécialité, on va dire. Vous avez été candidat d'abord au municipal, élu à Veulflin depuis 1995, plus jeune maire de France à l'époque. Vous êtes aussi conseiller régional du Grand Est. Vous aviez d'ailleurs été aussi conseiller régional de Lorraine. Vous avez aussi été candidat malheureux aux élections départementales. La politique, c'est toute votre vie ?
Je ne sais pas parce que je ne suis pas arrivé sur le, comment dirais-je, à 21 ans en me disant que ça allait être ma vie. J'ai toujours eu de l'intérêt pour la politique depuis ma plus tendre enfance, on pourrait dire ça. C'est vrai que j'ai toujours été intéressé par ça. Mais bon, je ne me suis jamais vraiment posé cette question. J'ai eu des opportunités, j'ai su les saisir. C'est vrai que j'aime faire les campagnes électorales. C'est le moment finalement que je préfère et que chaque fois qu'il y en a une qui est passée, une autre se profile. Ça n'a pas toujours été facile, ça a parfois été difficile. Et je pense qu'il faut surtout, je le dis toujours, mais il faut surtout savoir perdre pour savoir gagner en réalité. Parce que tout le monde se dit oui, non, j'ai perdu aussi beaucoup d'élections. Ça a été parfois compliqué. Je me suis retrouvé dans l'opposition, comme c'est le cas actuellement, à la région. Et même finalement au Sénat. Donc je pense que c'est toujours cette alchimie, cette particularité, se mettre au niveau de son électorat et ne pas trop prendre la grosse tête et continuer son chemin en vertu de ses convictions. Alors un très fort engagement politique, mais du coup à côté de ça, certains vous reprochent de n'avoir jamais travaillé, d'être un élu de métier. Vous leur dites quoi ? Ça fait partie des détracteurs. D'abord, ils ont tort, parce que j'ai quand même travaillé. C'est vrai que peut-être qu'on l'oublie pendant 5 ans, où j'étais salarié à Cochrane, donc pendant cette période-là. J'ai arrêté mon activité professionnelle en 2006, quand j'ai cumulé les fonctions de conseiller régional de Lorraine et de vice-président puis président du parc naturel régional des Vosges du Nord et la mairie, parce que je constatais que c'était important que de se mettre complètement au service de ces mandats. C'est un choix que j'ai fait, c'était un choix peut-être que certains considèrent comme risqué, mais je l'ai assumé. Et puis j'invite chacune et chacun à aussi se positionner sur une élection et de faire des choix de ce type-là. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un peu facile, mais je connais effectivement cet argument qui finalement ne me touche pas tant que ça. Ils n'ont qu'à s'y coller, on va dire. Alors, vous avez été, je disais, un candidat dans... parfois malheureux et plusieurs fois élu dans différents scrutins, mais finalement, il n'y a qu'un mandat de parlementaire que vous n'aviez jamais tenté. Pourquoi le Sénat ? Le Sénat parce que d'abord j'ai eu une pratique, en tout cas une histoire avec les collectivités locales. Tous les mandats que j'ai exercés, c'était des mandats finalement où j'étais au service d'un territoire, en tant que maire, en tant que président d'un parc naturel régional, même en tant que conseiller régional. Donc à un moment donné, je me suis dit que l'expérience que j'avais accumulée pendant ces années pouvait aussi se mettre au service des élus locaux. C'est un peu la fonction du sénateur quand même, c'est une espèce de super grand élu qui donne des conseils à tous les maires. Et puis c'est de se dire que finalement il faut aussi du pragmatisme au Parlement et au Sénat. Et donc je pensais que, en gros, je voulais aussi peut-être avoir l'opportunité de passer à un niveau supérieur, riche de ce que j'avais appris sur les territoires, et à me concentrer à 2 mandats, qui est le mandat de sénateur, celui de conseiller régional, parce que je pense qu'on aborde d'autres enjeux, tout en gardant, et ça c'est pour moi un fil conducteur, je l'ai dit cette semaine à tous ceux qui m'ont félicité, que je veux garder, bien sûr, les pieds ancrés sur le territoire qui est le mien, en Moselle, et particulièrement sur la Moselle-Est. C'est pour moi extrêmement important, parce qu'il faut se nourrir de ce que l'on est, de ce qui a fait son histoire. Moi, je suis façonné par le territoire, par la commune de Wölflin, en tout cas par ce village où j'ai grandi, Wölflin et Bisulaire, parce que les deux sont très proches. Et donc, c'est avec ça que chaque semaine, j'irai au Sénat. Et il ne s'agit pas pour moi d'être dans des nuages et des grandes sphères nationales. Vous n'allez pas devenir un Parisien pur jus. Alors, en vous lançant dans les sénatoriales, vous avez pris la relève de Jean-Marc Todeschini. C'était votre mentor ? On a forcément plusieurs personnages qui nous ont précédés. Donc je ne vais pas dire que c'est mon mentor. Ce qui est certain, c'est que sur cette élection, et depuis quelques années déjà, Jean-Marc avait exprimé la volonté que je puisse lui succéder. Il a tout fait pour que ce soit le cas. Il a été exemplaire, et je lui en sais gré. Je le connais depuis très longtemps. Il a été premier secrétaire fédéral quand j'ai adhéré au Parti socialiste en 1997. On a aussi eu des frictions, et pour tous ceux qui connaissent Jean-Marc, ils connaissent aussi sa capacité à grogner et parfois à montrer son insatisfaction. Mais vraiment, il y a une forme de filiation politique sur ce mandat-là entre Jean-Marc et moi. Et franchement, c'est extraordinaire parce que je sais aussi que dans le monde politique, c'est rarement le cas. Et je pense que c'est un exemple, en tout cas, en la matière à suivre. Je crois qu'il y a une autre personne aussi qui vous a marqué durant votre carrière politique. Je pense à Angèle Duflot.
Oui, parce que Angèle, elle est arrivée, alors on a été collègues à la région, mais un peu après moi. Bien sûr, c'était par son engagement, sa voix forte, cette volonté et cette capacité de travail qu'elle avait. Pour moi, c'était quelqu'un qui en faisait un peu un binôme sur ce territoire où la gauche n'est pas majoritaire. Hein. Je pense à l'arrondissement de Sarreguemines. Et elle est décédée dans des circonstances qui étaient dramatiques et qui m'ont toujours marqué parce que, je le rappelle, c'était entre 2 tours de l'élection législative. Et une campagne législative, c'est quelque chose qui est très harassant. Et je garderai toujours cette période, cette semaine particulière à l'esprit parce que je lui avais demandé d'être candidate. Elle a fait le job, elle a été battue de manière sèche et injuste et elle est décédée quelques jours après et forcément c'est quelque chose qui suscite chez moi toujours de l'émotion et lundi matin c'était le premier hommage que je souhaitais rendre, c'était celui à Angèle parce que je sais que là où elle est, sans doute qu'elle jubile aujourd'hui. Votre engagement au Parti Socialiste, vous le disiez, ne date pas d'hier. Vous êtes aujourd'hui le secrétaire fédéral du Parti Socialiste en Moselle, est-ce que vous allez le rester ? Je vais rester secrétaire fédéral aussi longtemps que possible et j'espère même pouvoir compter dans le débat national qu'il y a au Parti Socialiste. Je pense que je l'ai dit depuis l'an dernier à l'occasion de l'accord dit de la NUPES. Autant il faut un accord à gauche, autant je ne suis pas favorable à cet accord-là. Je l'avais dit pendant la campagne, je l'ai répété à plusieurs reprises. Je suis pour une gauche affirmée, progressiste, certains diront social-démocrate. Je le revendique et donc c'est bien dans ce sens-là que je continuerai à œuvrer au sein de la fédération, mais sans doute aussi au sein du Parti Socialiste, y compris à Paris. La gauche n'est plus ce qu'elle était, en particulier en Moselle. Elle est bien loin. L'époque où sur les 5 sièges de sénateurs en Moselle, il y en avait 3 qui étaient occupés par la gauche. C'est un crève-cœur, ça, pour vous ? Non, il y a des cycles. Je ne crois pas que ce soit, on ne peut pas dire que ce soit un crève-cœur. Jean-Pierre Masseret était très installé à l'époque. Il avait réussi à labourer le terrain. Il était connu. Il a fédéré autour de lui des électeurs, des grands électeurs de gauche et beaucoup d'autres. Je fais le même pari et je m'engage en tout cas pendant ces 6 années à montrer que c'est utile d'avoir un sénateur de gauche en Moselle et peut-être à faire un meilleur résultat dans 6 ans. Mais incontestablement, l'électorat de gauche est encore là, il est en attente, il espère effectivement qu'on puisse s'organiser, se réorganiser. Ça arrivera, moi je n'ai pas de doute là-dessus et c'est un nouveau cycle qui commence. Alors justement, parce que vous aviez la volonté d'une union plus forte de la gauche, et notamment pour ces sénatoriales, vous n'y êtes pas tout à fait parvenu. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à ça ? Les regrets, ce n'est pas moi qui dois les avoir, parce que finalement, j'ai gardé la porte ouverte jusqu'au vendredi matin, puisque la liste s'est vraiment concrétisée le vendredi matin à 8h45. Donc moi, je n'ai pas de regrets. Par contre, j'invite à ceux qui effectivement ont joué la division de faire une introspection. Peut-être qu'eux-mêmes auraient des regrets. Ça n'aurait pas changé pour le 2e siège, mais ça aurait donné un signe. Et vous savez, dans l'histoire politique, les élections se succèdent et le débat va se poser très bientôt. On va parler des élections européennes sans doute, mais des élections municipales après, où l'union à gauche sera absolument nécessaire et elle sera peut-être plus difficile à obtenir. Donc je le dis, il faut que chacun effectivement fasse son introspection, fasse le bilan de son positionnement politique pour que effectivement demain on réponde à l'attente de nos concitoyens qui est une gauche unie. Ça, c'est incontestable. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, vous l'avez dit, vous allez siéger au Sénat dans l'opposition. Comment vous le voyez concrètement, votre rôle de sénateur ? Alors, en gros, il y a 2 sujets. Il y a bien sûr la réponse et l'attente qui est celle du territoire et sur lequel je serai engagé comme j'ai toujours été dans mes mandats précédents et c'est aussi ce qui a été retenu dans cette élection-là. Et puis, il y a les sujets que je soutiendrai au Sénat. En particulier, j'ai plutôt envie de me spécialiser sur les questions de développement durable. J'ai grandi avec cette thématique-là, comme je l'ai toujours fait, c'est-à-dire en n'opposant pas la protection de l'environnement et l'activité humaine. Donc c'est vraiment, à mon avis, un créneau particulier qu'il doit y avoir, notamment au Parti Socialiste. Donc c'est ce que je vais faire, travailler avec un vrai mandat de parlementaire à Paris, être sur le terrain ici en Moselle et d'essayer de répondre à l'aspiration des uns et des autres. Le premier acte, en quelque sorte, que j'ai fait, c'était hier, pour tout vous dire, où j'ai répondu favorablement à une sollicitation de députés qui veulent réintégrer l'enveloppe parlementaire. Je pense que c'était important pour les territoires et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec beaucoup d'élus et j'ai soutenu cette initiative parce que je crois que c'est aussi un signe qui est donné dans des temps qui sont actuellement compliqués, notamment pour les finances communales. Donc je soutiendrai tout projet de loi qui effectivement réinstaurera l'enveloppe parlementaire.
La loi sur le non-cumul des mandats vous oblige à faire des choix. Qui va prendre la relève à Wölflin ? C'est le conseil municipal qui fera la désignation, donc je ne ferai pas d'annonce aujourd'hui. Et on se réunira. Alors, il y a un recours qui a été déposé par le Rassemblement national donc, contre l'élection de dimanche. Donc, suite à ce recours, le délai pour se mettre en conformité avec la loi risque d'être rallongé. Il faudra que le recours soit, que le tribunal administratif se prononce. Donc il faudra attendre quelques semaines encore avant de savoir qui sera mon successeur à Wölflin, mais je reste conseil municipal le plus discret possible et j'accorderai toute ma confiance, quel que soit le maire, et toute ma disponibilité pour qu'il puisse effectivement continuer la mission que nous avons menée ensemble, puisque ce sera forcément quelqu'un de cette équipe municipale. Et sinon, vous le disiez, vous allez continuer à être aussi conseiller régional. On peut faire les deux? On a le temps de faire les deux? Oui, bien sûr, on a le temps. Je suis président du groupe à la région et comme je l'ai dit, c'est surtout ça, pour moi, le débat, c'est d'avoir vraiment une combinaison entre l'action qui est celle d'un conseiller régional minoritaire. Alors minoritaire, c'est pas forcément ce qui suppose le plus de travail. C'est très chronophage pendant les temps de séance parce qu'il faut être présent, etc. Et qu'on est beaucoup moins d'élus, donc forcément on intervient beaucoup plus. Mais je garderai ce mandat-là. La région m'intéresse beaucoup. Et le mandat de président de la Fédération des parcs naturels régionaux? C'est une association, donc ça ne rentre pas dans le cumul effectivement des mandats. On va se donner le temps. De la loi contre le non-cumul, il y a un problème d'emploi du temps quand même. Tout à fait, il y a un problème d'emploi du temps. On est en train de discuter, il est trop tôt pour le décider aujourd'hui. C'est 58 parcs naturels régionaux. C'est une grosse fédération qui a effectivement son siège à Paris. Je sais que les présidents discutent d'ailleurs beaucoup sur le sujet, l'avenir de cette fédération. Il faudra quelques semaines et quelques mois peut-être encore pour se positionner, pour qu'on organise les choses au mieux. Et votre avenir à vous, vous le voyez comment? Parce qu'on parlait tout à l'heure de Jean-Marc Todeschini, on a parlé aussi de Jean-Pierre Masseret, ancien président de la région Lorraine. Tous deux ont été sénateurs, tous deux ont aussi à un moment été secrétaires d'État. Est-ce que vous aimeriez un jour intégrer le gouvernement? C'est une question qui ne se pose pas. D'abord pas en l'occurrence en ce moment, et je crains que la gauche ne soit pas tout de suite encore majoritaire. Et cela appartient, c'est un choix qui appartient au Premier ministre. Donc non, ce n'est pas une question que je me pose. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai souvent bénéficié d'opportunités, d'un petit peu de chance, peut-être d'un destin, j'en sais rien. Je me poserai la question à la fin de ma carrière politique, mais c'est pas ce qui aujourd'hui me motive. J'ai d'autres effectivement sujets sans doute qui m'intéressent et sur lesquels je vais m'investir. La première étape, ça va être lundi, la rentrée des classes au Sénat, ça se passe comment? Là déjà c'était une rentrée des classes et je peux vous dire que pour le coup ça m'a rappelé mes années universitaires parce que quand on arrive c'est un vrai bleu, hein, donc c'est très curieux. Donc j'ai passé ma semaine pendant 3 jours effectivement à répondre à ces sollicitations sur place pour des questions administratives. J'étais à Saint-Malo pour le Congrès des régions de France. Donc lundi, je reconnais, et pour le partager, l'émotion qui a été la mienne quand je suis rentré dans l'hémicycle, parce que j'ai déjà été plusieurs fois, comme beaucoup d'élus dans l'hémicycle, mais en tant que touriste et que visiteur. Et quand l'huissier vous dit vous pouvez aller vous promener dans l'hémicycle où vous voulez, ça fait quand même un peu d'émotion. Et j'ai même pas osé, donc j'attendrai lundi pour trouver ma place. Et j'ai demandé, c'est aussi un clin d'œil, j'aime bien les symboles, j'ai demandé à avoir la place, si c'était possible, d'Henri Weber, qui est un ancien sénateur socialiste, qui n'est pas du tout en parenté avec moi, mais qui a beaucoup marqué les combats à gauche du temps où il était sénateur. Bonne rentrée au Sénat et merci beaucoup d'être venu témoigner en direct sur Mosaïque Cristal. C'est la fin de cette émission. Très bon week-end à tous.